Tous et bienvenue à ce webinaire de présentation du 6e appel à projet Innovation au croisement des filières de la région Bretagne. Ravi de vous accueillir donc, avec l'ensemble des pôles de compétitivité bretons pour vous présenter cet appel à projet, vous présenter également quelques success stories, parce qu'on est, voilà, c'est pas la première édition, donc on a déjà de beaux projets qui ont été financés via cet appel à projet. Donc voilà, on a quelques porteurs qui seront ravis de vous présenter voilà, leur projet et la manière dont ça s'est passé. Et voilà, après, il y aura une session de pitch, donc où on vous laissera l'opportunité de présenter vos compétences ou vos idées. Donc, je vais juste vous donner quelques règles pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc, on vous remercie d'avance de laisser vos micros éteints pour que voilà, pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences au moment des interventions. Pour toutes les questions, donc il y aura une session de questions-réponses suite à la présentation du cahier des charges et des feuilles de route des pôles de compétitivité. Donc, il faut utiliser la petite cartouche questions. Voilà, et donc on se chargera de modérer les questions et d'essayer de sélectionner celles qui serviront le plus grand nombre. Et puis voilà, si jamais vous voyez que votre question n'a pas trouvé réponse, ne vous inquiétez pas, on y répondra par la suite par retour de mail. Donc vous n'hésitez pas également à envoyer vos questions par mail après le webinaire. Hein, vous aurez toutes nos coordonnées qui seront sur une slide dédiée. Donc, on sait que c'est une question qui revient souvent en général. Ne vous inquiétez pas, la présentation vous sera envoyée par mail. On a toutes vos coordonnées, donc on vous enverra tout ça. Et on vous prévient également que le webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne, excepté pour la session pitch. Donc voilà, jusqu'au success story, vous pourrez visionner le replay sur les différents canaux de diffusion des pôles de compétitivité. Voilà, pour les intervenants, donc, puisque nous aurons des entreprises qui vont donc pitcher leurs compétences, nous vous inviterons à allumer vos caméras et vos micros donc, au moment de votre présentation. Et voilà, pour que ce soit un peu plus dynamique et qu'on puisse vous voir. Voilà, donc je l'ai un petit peu évoqué, mais pour l'ordre du jour, donc on va démarrer tout de suite avec la présentation du cahier des charges de l'appel à projet. C'est Gwen Weber de Valorial qui va s'en charger. Ensuite, l'ensemble des pôles présenteront leur feuille de route. Donc voilà, ils se présenteront à ce moment-là. Hein, c'est pour ça que je ne fais pas de tour de table maintenant. À 10 h, on fera une petite session de questions-réponses. Donc on s'est laissé un petit quart d'heure pour prendre quelques questions. Ensuite, on donnera la parole donc, à des projets des éditions précédentes pour qu'ils vous présentent, voilà, on appelle ça des success stories parce qu'on considère que ce sont des success stories et a priori eux aussi. Donc voilà, ça fait une belle vitrine pour l'appel à projet. Et donc à partir de 11 h, une session de pitch, voilà, et puis si on a un petit peu de temps au milieu de tout ça, on reprendra des questions. Voilà, et du coup, je laisse la parole à Gwen qui va présenter la projet. Du coup, je propose aux autres pôles de couper leur caméra pour être sûr que tout passe bien. Merci Gwen. Ok, super. Bah, du coup, c'est parti. Donc, je vais vous présenter le cahier des charges de l'appel à projet et dans quel cadre il s'inscrit par rapport à la région Bretagne. Donc, bah, je te laisse faire la slide d'après, Anaïs, s'il te plaît. Voilà. Donc, les objectifs globaux de l'appel à projet, c'est de favoriser les projets de R&D collaboratifs qui ont vocation à produire un nouveau produit, service ou procédé innovant avec des impacts de création d'activités et donc d'emploi sur le territoire. Donc, quand on dit R&D, c'est recherche et développement et collaboratif avec plusieurs partenaires. Je reviendrai dessus juste après. Donc, créer des synergies et renforcer les dynamiques entre les secteurs publics et privés, puisqu'il s'agit de projets collaboratifs avec des académiques et du secteur privé, donc des entreprises. Et puis, soutenir le croisement des filières économiques régionales, donc avec des innovations fortement porteuses de valeur pour les PME et ETI, donc bretonnes, puisqu'il s'agit d'un appel à projet breton. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, dans quel contexte, quel cadre cet appel à projet a toujours été mis en place? Donc, c'est le 6e, donc ça fait 6 ans maintenant.
Il s'inscrit en fait dans les stratégies d'innovation régionale que chaque région des pays membres de l'Union européenne doivent remonter à chaque nouveau mandat de l'Union européenne, donc pour expliquer ce qu'elles vont faire au niveau innovation et recherche sur leur territoire. Et donc récemment, donc la Bretagne a fait remonter sa nouvelle S3, on appelle ça une S3, Smart Specialization Strategy, et donc pour 2021-2027. Et donc elle a identifié dans ce document les 5 domaines d'innovation stratégique qu'elle souhaite travailler au niveau donc de l'innovation et de la recherche. Donc on a économie maritime pour une croissance bleue, économie alimentaire du bien manger pour tous, économie numérique spécialisée responsable, santé bien-être pour une meilleure qualité de vie, industrie pour une production intelligente. Donc ça ressemble quand même pas mal aux domaines d'innovation qu'on avait de 2014 à 2020, mais voilà, qui ont été un petit peu réarrangés. Et puis 3 axes transversaux, ce qui est un peu nouveau comparé à la stratégie d'avant, donc numérique et industriel, numérique et industrielle, transition écologique et environnementale et transition sociale et citoyenne. Vous pourrez voir après, quand on va présenter nos domaines d'action stratégique pour les pôles, que ces domaines d'innovation stratégique sont bien sûr en lien et en alignement avec nos stratégies de pôle de compétitivité breton. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Il y a aussi, quand ils ont fait remonter leur S3 donc à l'Union européenne, ils ont mis en avant la Brescop, qui est une coopérative citoyenne en fait, à l'image de la COP 21, enfin de la COP tout court, qui a été fait au niveau national. Donc la région Bretagne en a fait une qui s'appelle Brescop, et donc dans cette coopérative, ils ont mis en avant plusieurs ambitions. Donc pour réussir le bien manger pour tous, une nouvelle stratégie énergétique et climatique, la préservation de la biodiversité et des ressources, les mobilités solidaires et décarbonées, pour les stratégies numériques responsables et pour la cohésion des territoires. Donc, les pôles seront là pour vous expliquer un petit peu plus en détail la Brescop, sachant que ça, c'est des grands axes, et en dessous, à chaque fois, il y a des objectifs bien définis. On a le document à vous partager si vous le souhaitez. Donc, slide suivante. Voilà, donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, les critères d'éligibilité, c'est-à-dire les critères auxquels il faut absolument répondre pour pouvoir déposer un projet. Et puis, juste après, on verra les critères de sélection qui sont pour monter sur le haut de la pile, puisque ça reste un concours. Il y aura que tous les dossiers ne seront pas retenus. Donc, il faut à minima être dans 2 des 5 domaines d'innovation stratégique de la S3 que je viens de vous présenter juste avant. Parce qu'on est au croisement des filières. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut remplir au moins 2 des 5 domaines d'innovation stratégique. Alors, mener un projet de R&D collaboratif et structurant pour l'économie régionale. Donc, quand on dit un projet de R&D collaboratif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs partenaires, dont un académique, c'est écrit juste en dessous, et que tous ces partenaires investissent mutuellement dans un projet de recherche et développement. Donc, tous les partenaires ont des actions de recherche et développement. Ça, c'est assez important. Les pôles seront là pour vous accompagner, pour bien identifier les actions de recherche parmi tous les partenaires, et puis pour bien vérifier que vous remplissiez tous les critères d'éligibilité. Donc, les projets doivent être portés par une PME ou ETI bretonne. Donc, on reviendra peut-être juste après sur ce qu'est une PME ou une ETI, mais c'est la taille des entreprises, globalement, associant à minima une autre entreprise et un centre de recherche. Donc voilà, à minima 3 partenaires, mais on peut ne pas s'interdire de faire plus dans la limite du raisonnable, excusez-moi. Et donc, ne pas s'interdire non plus si une compétence est en dehors de la Bretagne. On peut regarder comment faire pour que ce soit que le projet puisse être accepté par cet appel à projet. Les pôles sont là aussi pour vous accompagner dans cette construction de projet. Et donc être labellisé ou co-labellisé par un des 7 pôles de compétitivité présents en Bretagne. Donc ils sont listés juste ici et on se présentera juste après. Et donc le co-label est obligatoire dès lors qu'un des domaines d'action stratégique d'un pôle est présent dans le projet. Si le label n'est pas accepté par un des pôles, faudra étudier au cas par cas, puisque ça peut se justifier parfois. Par exemple, le projet est très innovant pour la filière agroalimentaire mais inclut du numérique dans son projet, mais n'est pas innovant pour la filière numérique. C'est à regarder de plus près pour voir si on peut quand même rendre le projet éligible à l'appel à projet. Donc c'est ça que veut dire un refus de collabélisation sera étudié au cas par cas. Et les projets collabélisés, ça reste un concours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les projets collabélisés ont quand même plus de chances d'être retenus à cet appel à projet. Voilà. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Donc, comme je vous le disais, là, juste avant, c'était les critères d'éligibilité. Donc, si vous ne les remplissez pas, c'est pas la peine de déposer un projet. Et là, on parle des critères de sélection, c'est-à-dire comment faire pour que le projet soit le meilleur et soit retenu à l'appel à projet. Donc, le caractère innovant du projet. Donc là, les pôles, à nouveau, sont là pour bien regarder avec vous ce qui est innovant dans le projet, ce qui ne l'est pas, donc ce qui est à faire ressortir sur ce volet-là. La qualité du consortium et l'importance du poids des PME, c'est avant tout un appel à projet qui est là pour faire du développement économique sur la région et donc du coup pour mettre en avant le développement des petites et moyennes entreprises, voilà, comme PME veut dire.
La proportion de financement demandée par les centres de recherche sera en particulier étudiée, une limite de 40% maximum de l'ensemble des aides sollicitées étant à respecter, donc 40% fléchés des aides fléchées vers les laboratoires, c'est-à-dire qu'en fait, on souhaite qu'il y ait une majorité d'aides fléchées vers les entreprises, puisqu'en fait, je vous l'ai dit juste avant, c'est un appel à projet innovation, donc recherche et développement, qui vise à faire de la création d'activités sur le territoire. Donc, on est quand même dans du développement économique, donc c'est pour ça qu'on souhaite, les entreprises dans les projets doivent avoir une action majoritaire. Voilà. La viabilité et le réalisme technique, économique et financier du projet. Donc là, à nouveau, on est là pour vous accompagner, hein, parce qu'il faut que votre projet soit crédible. C'est ça que ça veut dire. La gestion du projet et la capacité à gérer des aides publiques, ça c'est pareil, c'est parce qu'en fait les aides qui peuvent être impliquées dans cet appel à projet peuvent être des aides européennes, donc comme le FEDER, et c'est vrai qu'il faut une certaine capacité des entreprises et des laboratoires à pouvoir gérer ce type d'aide. Donc on pourra aussi être force de conseil sur ce point-là. Et les retombées économiques et technologiques qui doivent être crédibles, voilà, et directes, c'est-à-dire au moins à court terme, excusez-moi, 3 ans après le début du projet. Donc, votre projet, comme il a vocation à créer un service, produit ou procédé innovant qui sera mis sur le marché, voilà, on attend des retombées économiques après que le projet soit terminé. Voilà. Le dossier doit être complet, bien évidemment. C'est un critère même, je pense, d'éligibilité, plus que de sélection. Les entreprises financées en 2020 dans le cadre de cet appel à projet croisement de filières ne seront pas prioritaires parce qu'en fait, voilà, il y a souvent, parfois, les entreprises sont accoutumées à cet appel à projet et donc ont tendance à le solliciter. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on par le passé, on a eu des projets qui impliquaient les mêmes entreprises. Donc, du coup, c'est un des critères de sélection pour choisir des entreprises primo-accédantes à cet appel à projet. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Alors là, on parle un petit peu technique, c'est-à-dire montage de projet. Donc, les projets doivent être entre 500 000 et 1 million d'euros. On dit que c'est indicatif parce qu'1 million d'euros ne saurait être considéré comme une limite stricte. Voilà, mais donc 500 000 à 3 sur 3 ans, finalement, c'est vite atteint, hein, on le dit souvent. Les projets doivent être entre 12 et 36 mois. Donc là, par contre, pas de dépassement possible, hein, on ne peut pas être au-delà de 3 ans. C'est un appel à projet qui ne sollicite, enfin où les subventions sont utilisées. Voilà, l'aide qui sera allouée aux partenaires, c'est les subventions, ce qui est un peu voilà intéressant, surtout dans le cadre des autres appels à projets que vous pouvez voir à droite à gauche. Là, c'est vraiment que des subventions. Pour les entreprises, donc en fonction de la taille de l'entreprise, PME, donc petite et moyenne entreprise, ETI, entreprise de taille intermédiaire et les grandes entreprises, vous avez un taux d'aide différent qui s'applique, hein, donc 45, 30 et 25. Là, on a mis une phrase en dessous que je vais m'appliquer à vous expliquer correctement. 5% additionnels pourront être donnés à des entreprises qui sont sur des territoires. Alors EPCI, c'est des communautés de communes finalement, et donc des entreprises, par exemple une entreprise qui serait sur le territoire de Rennes Métropole, donc la communauté de communes qui, elle, a signé une convention de partenariat avec la région, pourrait se voir attribuer 5% d'aide supplémentaire. Et ça, en fait, on le vérifiera avec vous et les instructeurs si le projet est retenu, plus tard dans le processus de ce projet-là, pour voir si vous pouvez bénéficier de ce 5% de bonus. Voilà. Par contre, la seule communauté de communes qui me vient en tête qui n'a pas signé, par exemple, de convention de partenariat, mais il y en a plusieurs, hein, c'est l'Embal Communauté. Je sais que, par exemple, si vous êtes une entreprise de l'Embal Communauté, vous ne pourriez pas, par exemple, bénéficier des 5% additionnels. Mais cette liste est à vérifier. Voilà. Pour les organismes de recherche, il n'y a pas de 5% plus, parce que les organismes de recherche, ils ont soit 100% des coûts additionnels qui seront financés dans le cadre de cet appel à projet-là, soit 80% des coûts retenus pour les centres techniques qui ont signé une convention avec la région Bretagne dans le cadre du CPER 2021-2027. Voilà. Là, aussi, à nouveau, les pôles de compétitivité pourront vous expliquer tout ça en détail si vous avez des questions quant à votre taux d'aide que vous pouvez solliciter dans le cadre de cet appel à projet. Voilà. Diapo suivante. Voilà. Alors, les dépenses éligibles, on est sur des projets de recherche et développement. Donc, les dépenses de R&D et travaux réalisés. Alors, à gauche, on insiste bien en Bretagne. Donc, si vous êtes une entreprise nigérienne qui effectue des travaux de recherche et développement donc en Pays de la Loire, il faudra qu'on trouve, nous, une solution pour financer vos travaux via un autre canal, en tout cas que la région Bretagne, qui, elle, ne financera que les travaux sur son territoire. Voilà. Les travaux de recherche et développement, c'est les dépenses éligibles qui sont inscrites sur cette diapositive, excusez-moi. Donc, dépenses de personnel de recherche, consommables, donc vos ingénieurs, vos techniciens, vos doctorants, etc. Les consommables et petits matériels intégralement affectés au projet. Hein, donc, consommables, ça peut être voilà, des pipettes, des choses comme ça. Des amortissements d'équipements R&D neufs ou acquis, alors c'est important, moins d'1 an avant la date de démarrage du projet. Donc, voilà, des équipements de R&D, par exemple, une ligne pilote, hein,
que vous avez acquis moins d'1 an ou que vous acquérerez que vous allez acquérir dans le cadre du projet. Les dépenses de sous-traitance, puisque des fois, on a besoin de réaliser des sous-traitances, par exemple, pour des analyses que vous ne pouvez faire vous-même. Donc, vous faites appel à un laboratoire, par exemple, en sous-traitance. Les frais de mission, donc frais de mission, on entend déplacement, hébergement, etc. Et puis, les frais indirects, donc c'est tout ce qui va être, les frais indirects, c'est l'électricité, etc., que vous utilisez forcément pour votre entreprise, mais qui ne peuvent pas être chiffrés dans le cadre d'un projet précis. Et donc là, on applique un forfait, en fait, c'est 15% des dépenses de personnel. Voilà. J'ai fini pour les dépenses éligibles. Y a-t-il une autre diapo? Ah, le calendrier. Donc, vous le voyez affiché sous vos yeux. Donc, l'appel à projet est lancé. La région Bretagne a mis à disposition sur son site web et puis les pôles ont partagé aussi le cahier des charges qui est sorti donc le 21 décembre. Si vous le souhaitez, on vous le renverra. Donc, le maximum là où vous pouvez déposer les pré-dossiers, donc qui sont assez légers auprès des pôles, c'est le 10 mars 2021, ce que vous ne pourrez pas déposer sans passer par un pôle. Hein. Donc, pensez bien à nous consulter jusqu'au 10 mars. Et puis, après, nous, on vous accompagnera pendant la période de 14 jours là pour bien être sûr que votre dossier est bien éligible et pour faire un dépôt à la région, donc maximum le 24 mars 2021. Et puis donc après, la région prend un temps pour étudier vos dossiers et savoir si vous allez passer ou non à l'oral, donc le 20 et 21 avril. Et puis une fois que vous avez passé l'oral, la région prend à nouveau un temps de décision pour pré-arbitrer quel projet elle va accompagner. Et donc elle peut présélectionner votre projet jusqu'au 3 mai. Et à partir du 3 mai jusqu'au 30 juin, c'est la phase de labellisation par les pôles. Donc, il faudra préparer tout ce qu'il faut pour être labellisé. Et puis, une fois que vous êtes labellisé par les 2 pôles que vous avez sollicités, si c'est le cas, vous avez encore une petite semaine pour déposer le dossier complet auprès de la région. Alors, c'est un dossier administratif assez lourd, donc c'est pour ça qu'on va être sûr que vous soyez et labellisé et présélectionné par la région pour le déposer. Donc, ça ne sera pas pour rien que vous le déposez parce que vous serez sûr d'être sélectionné. Et donc, c'est un dossier assez lourd. Donc, en général, nous, on n'attend pas le 30 juin pour vous préparer au dépôt. On vous demande de récupérer quand même quelques informations bien avant. Voilà. Et la décision de soutien et conventionnement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez déposé votre dossier au 7 juillet 2021, la région instruit votre dossier et donc vous pouvez vous attendre à avoir des aides versées sur le second semestre 2020. Voilà. Je crois que c'est la fin. Ah non, c'est pas la fin. Le plus important, même si je l'ai répété un peu tout au long de ma présentation, les pôles, en fait, on est là vraiment pour vous aider à rédiger votre projet, donc réception des pré-dossiers et relecture avant le dépôt à la région, pour bien vous conseiller, pour bien savoir si on parle de R&D, si le projet est bien collaboratif, si voilà, il remplit tous les critères d'éligibilité que je vous ai cités juste avant. Le label, bien sûr, c'est aussi le gage, et c'est pour ça que la région fait appel à nous, d'une qualité technique de votre dossier. Hein. Nos comités de labellisation sont là pour s'assurer que c'est bien innovant, que ça répond bien aux enjeux de la région et que le projet est bien stratégique pour la région et l'entreprise, bien sûr, enfin, et des entreprises partenaires et les labos. Mettre en réseau les acteurs, on est là également aussi pour, dès maintenant, s'il vous manque une compétence, il vous manque un partenaire dans votre projet, via nos réseaux, hein, on est des associations qui regroupons quand même pas mal d'adhérents, on présentera ça juste après, n'hésitez pas à nous faire appel à nous, on est là pour vous trouver le partenaire manquant. Structuration du projet et conseil de montage, c'est ce que je vous disais, on peut être là aussi, donc en plus de vous trouver des partenaires, on peut être là pour vous accompagner à monter le dossier, hein, à bien l'organiser pour qu'il se déroule au mieux et qu'il réponde au mieux à l'appel à projet. Et puis oui, on a une certaine expertise sur nos filières respectives et donc on peut être là pour vous conseiller par rapport à cet appel à projet et à la R&D que vous faites dans le cadre de ce projet. Voilà. Oui. Je crois que c'est moi qui parle encore après. Merci beaucoup, Gwen. Attends, je vérifie si c'est toi. Donc, je vous propose de passer à la présentation des feuilles de route des 7 pôles de compétitivité bretons. Voilà. Donc, les pôles, je vous propose d'allumer vos caméras quand c'est votre tour et de vous présenter, voilà, pour qu'on sache bien qui prend la parole. Et vas-y, Gwen, c'est effectivement toi. C'est encore moi. Je vais vous présenter la feuille de route de Valorial. Comme on l'a répété par le passé, parce qu'on a déjà fait cet appel à projet, Valorial, depuis 2018, a élargi sa feuille de domaine d'innovation prioritaire, puisqu'en fait, on a créé une alliance stratégique lors du dépôt de notre feuille de route auprès de l'État en 2018. Donc, on a fait une alliance stratégique avec Agri Sud-Ouest Innovation, dans le sud-ouest de la France. Et donc, là où on est très expert
comme vous pouvez nous connaître, c'est bien sûr sur les 4 domaines qui sont plus à droite. Donc, je dis l'excellence, excusez-moi, opérationnelle des fermes et usines avec le déploiement de nouvelles technologies, hein, donc tout ce qu'on appelle industrie 4.0 et ferme 4.0, la valorisation intégrale de la biomasse, hein, là où aussi on a beaucoup d'expertise, l'offre alimentaire pour le mieux manger, donc tout ce qui est nutrition, santé, etc. Et puis l'usage des services alimentaires innovants pour l'alimentaire, pour l'agroalimentaire, excusez-moi. Et donc là où on a commencé à travailler un petit peu en partenariat, alors non seulement avec bien sûr Agri-Sud-Ouest, mais bien sûr sur le territoire Végépolis, c'est les 2 domaines d'innovation qui sont un peu sur la gauche de la diapo, donc eau, climat, sol, et production durable et végétale et animale surtout, hein, parce que c'est là aussi on a le plus d'expertise. Donc on commence un petit peu à travailler en collaboration avec les acteurs du territoire sur ces 2 sujets-là. Voilà pour moi. Je ferme donc le micro et la caméra. Aude, c'est à toi. Merci Gwen. Bonjour à tous, donc effectivement je suis Aude Olivier Cadoret, donc je représente le pôle Images et Réseaux. Donc le pôle Images et Réseaux est le pôle de référence sur le numérique. Nous sommes implantés dans 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire, et nous comptons environ 250 membres. Donc nous intervenons sur 6 domaines technologiques qui sont présents sur notre feuille de route. Donc ça concerne la confiance numérique et la sécurité, données et intelligence, donc évidemment tout ce qui concerne l'intelligence artificielle au sens large, interactivité et immersivité, matériel et logiciel, donc notamment pour tout ce qui concerne l'IoT, réseau et infrastructure, donc 5G et au-delà, et la photonique. Donc nous intervenons également, le numérique étant transversal à plusieurs domaines d'usage. Nos projets couvrent l'agriculture, l'industrie culturelle et créative, l'industrie et services, la santé et les territoires, donc notamment l'énergie. Et donc, bien sûr, nous travaillons avec les pôles applicatifs dont vous allez avoir les présentations. Vous avez déjà eu celle de Valorial, mais voilà, nous travaillons effectivement avec tous les pôles et avec d'autres partenaires techniques. Donc voilà, si votre projet concerne le numérique, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci Aude. Et c'est à Charlotte pour Atlampol Biothérapie. Bonjour à tous. Donc moi je représente effectivement le pôle Atlampol Biothérapie, qui est le pôle santé donc implanté dans l'Ouest. Le pôle est présent donc sur 3 régions, les Pays de la Loire, la région Centre et la région Bretagne. Donc il s'appuie sur des relais territoriaux, et donc en Bretagne, c'est Biotech Santé Bretagne qui porte l'antenne bretonne du pôle. Donc le réseau du pôle, c'est un peu plus de 200 membres, avec une typologie de membres comme mes collègues, mes précédents collègues, hein, avec donc, des structures académiques, des entreprises et des centres, des établissements de soins, hein, type CHU, établissements de santé. Le pôle, c'est à peu près 753 projets labellisés depuis sa création. Et sur les thématiques, donc on a aussi revu, comme mes collègues, la feuille de route du pôle dans le cadre de la phase 4. Donc on a 3 axes, je dirais, historiques que sont l'immunothérapie, la médecine régénératrice et la radiopharmaceutique. Et donc dans le cadre de la phase 4, 3 axes émergents sur lesquels on travaille aussi bien évidemment en collaboration avec les collègues pôles, puisque voilà, ce sont des thématiques au croisement de plusieurs marchés. Donc on a l'e-santé, hein, c'est vrai que dans le cadre du croisement de filières, on a vu pas mal de projets au croisement de la santé et du numérique, la nutrition clinique et le microbiote, et la santé animale. Donc voilà pour ma part. Merci Charlotte. Et c'est à moi. Hop. Donc moi, je suis Anaïs Turcot, je ne pense même pas m'être présentée, Anaïs Turcot, donc du pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc nous, on est voilà, l'animateur de l'innovation maritime donc sur 2 territoires, la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc on compte 370 membres donc, en 2020, dont, c'est important de le signaler, 2 tiers sont des petites et moyennes entreprises. Et puis voilà, des acteurs de la recherche, des grands groupes et d'autres types de structures, structures d'accompagnement, etc. Donc voilà, nous, on est donc des acteurs du développement économique, donc au niveau maritime. À l'heure actuelle, donc, nous avons certifié 422 projets collaboratifs innovants, donc, ce qui a permis de
lever 1 milliard, plus d'1 milliard même d'investissements de R&D donc au profit de l'innovation maritime, dont 320 millions de financement public. Donc c'est quand même très intéressant. Donc on voit qu'il y a une belle dynamique pour le maritime, hein, et puis la Bretagne et les Pays de la Loire sont des régions qui sont fortement tournées vers la mer. Donc c'est quand même très important de le signaler. Donc nous sommes impliqués dans 6 domaines d'action stratégique, donc la défense, la sûreté, la sécurité maritime, le naval et le nautisme, les ressources énergétiques et minières marines, donc évidemment les énergies marines renouvelables en premier plan, les ressources biologiques marines, donc là on va avoir pêche, aquaculture et biotechnologie marine, et donc après nous avons l'environnement et la valorisation du littoral, et enfin les ports, la logistique et le transport maritime. Donc vous voyez que nous on est vraiment un domaine vraiment applicatif pour pas mal d'autres pôles de compétitivité, et je crois qu'on a collaboré avec tous sur les éditions précédentes, parce que voilà, on peut croiser les filières, à peu près toutes les filières avec le maritime. Et donc à noter que dans le cadre de notre nouvelle feuille de route, nous avons identifié 2 axes transversaux, donc par rapport aux actualités, aux innovations et voilà, aux projets qui arrivent au pôle. Donc ces axes sont liés évidemment à la transition écologique. Et donc la transition écologique, on pense notamment au green ship, aux EMR, etc. Et également la transformation numérique. Donc là, tout ce qui va être smart, donc smart ship, smart port, etc., qui sont des thématiques extrêmement importantes pour le maritime à l'heure actuelle. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher du pôle mer pour tout projet maritime. Je coupe mon micro et du coup, c'est à Claire pour VG-Police Valais. Alors, bonjour, donc Claire Delaunay, donc je suis chargée de mission VG-Police Valais pour la Bretagne. Donc VG-Police Valais, c'est un pôle de compétitivité dédié au végétal. Donc on est basé sur 4 régions, Bretagne, Pays de la Loire, région Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Sur ce territoire, on a à peu près 500 adhérents qui sont positionnés sur toute la chaîne de valeur du végétal, donc de la génétique aux usages. Aujourd'hui, VG-Police a une forte expertise sur les innovations au service des productions végétales via notamment 3 axes que vous voyez, donc les pastilles bleues, donc innovation variétale et performance des jeunes plants, avec des mots-clés comme biotechnologie, phénotypage, génotypage. Un autre axe qui est la santé du végétal avec le développement de produits de biocontrôle, de biostimulants, de biointrants, d'engrais, de produits pour la protection des sols, pour le post-récolte. Puis un 3e axe sur le développement de nouvelles technologies et pratiques pour les systèmes de production, donc agriculture numérique, big data, intelligence artificielle, le développement d'outils d'aide à la décision. On a également donc 4 axes qui sont plutôt sur les innovations, enfin les usages en fait, les innovations à destination des usages du végétal. Donc, par exemple, le végétal pour l'alimentation humaine et animale, la nutrition, prévention, santé, bien-être cosmétique, le végétal urbain et les agromatériaux et biotransformation. Sur ces différents usages, on collabore en fait, comme le disait Gwen, et puis Aude aussi pour Valorial et Imager Réseau, et puis aussi ça va venir ID4CAR sur ces thématiques. Donc par exemple sur le végétal pour l'alimentation humaine et animale, nutrition, prévention, santé, bien-être cosmétique avec Valorial, sur les nouvelles technologies avec Imager Réseau, sur les agroéquipements avec ID4CAR. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je sais pas, le dernier, je pense. Hop, et je vais demander à Thibaut d'allumer sa caméra, son micro pour ID4CAR. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Thibaut Pasquier, chef de projet innovation au sein du pôle ID4CAR. Et le pôle ID4CAR donc, est présent sur 3 régions, donc Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle-Aquitaine également. Nous avons à peu près 350 membres au sein de notre réseau. Et donc, nos domaines d'activité stratégiques sont liés aux matériaux et véhicules, à l'intelligence des systèmes embarqués, aux véhicules usage et industrialisation et aux services de mobilité numérique et des infrastructures. Et nous traitons ces domaines d'activité stratégiques sur le biais d'objectifs communs liés à, bien sûr, l'automobile, mais pas que, les véhicules spécifiques également,
les services de mobilité au sens large et également un volet sur tout ce qui est machinisme agricole, engins off-road et robotique mobile. Et donc, dans ce cadre-là, nous serons ravis de vous accompagner dans vos projets d'innovation pour qu'ils soient couronnés de succès dans le cadre de cet appel croisement des filières Bretagne. Voilà, tout simplement. Merci Thibaut. Et je pense qu'il ne nous reste que Marie-Christine pour EMC2. Bonjour à tous et toutes. Oui, donc je m'appelle Marie-Christine Lancien, je suis chargée de projet au sein du pôle EMC2, qui est le pôle européen dans les technologies de fabrication. Donc basé en Pays de la Loire et en Bretagne. Donc moi je suis basée effectivement à l'Institut Maupertuis à côté de Rennes. Et donc on accompagne les projets d'innovation dans tout ce qui concerne l'industrie du futur. Donc en particulier avec une feuille de route axée sur les technologies de fabrication, avec 4 domaines d'activité stratégiques, donc matériaux et procédés, donc plutôt la performance industrielle, tout ce qui va toucher les allègements de structure, l'économie circulaire dans l'industrie, donc on parle d'industrie durable, tout ce qui va toucher également l'industrie numérique, donc en partenariat avec le pôle Images et Réseaux, donc sur tout ce qui va concerner la gestion de la donnée, le jumeau numérique dans l'industrie. Et un 4e domaine d'activité stratégique qui porte plutôt sur l'humain au cœur de l'industrie, donc tout ce qui va concerner l'assistance à l'opérateur. Donc le pôle fédère 396 membres à fin 2020, donc acteurs à la fois entreprises, TPE, PME, ETI, grands groupes, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des centres techniques, mais aussi des partenaires et des institutionnels. Donc sur les 396 adhérents, Grand Ouest, 60 sont bretons. Donc depuis sa création en 2005, le pôle a accompagné plus de 650 projets depuis 15 ans, dont 340 ont été financés, qui représentent 1,6 milliard d'euros de budget, dont 748 millions d'euros de fonds publics. Voilà, donc à votre disposition pour les sujets concernant l'industrie et les technologies de fabrication. Merci. Merci Marie-Christine. Du coup, vous retrouvez toutes les personnes qui ont présenté les feuilles de route des différents pôles et qui se trouvent en interlocuteur sur ce call. Donc, vous avez numéro de téléphone et adresse email. Et puis, je vais donc vous proposer à tous au niveau des pôles d'allumer vos caméras pour qu'on fasse la petite session de questions-réponses. Voilà, super. Merci à tous et moi aussi, pardon. Hop là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on peut y passer 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on n'est pas trop en retard, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas trop de questions, donc n'hésitez pas vraiment à les poser en direct. Il y en a une, et on s'y attendait, et je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais on nous demande si on connaît le taux de réussite sur les précédents appels. Donc, il est toujours à peu près le même, donc je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre la parole, sinon je le dis. Donc, je l'ai sous les yeux, si tu veux, en fait, puisque le Conseil régional de Bretagne nous donne les taux de sélection. Du coup, on est à peu près entre 47% au plus bas de taux de sélection jusqu'à 72% en fait de taux de sélection, de taux de succès. Donc, c'est un très très bon taux. Voilà. Je me permets de compléter, on est quand même sur un bon taux parce qu'il y a tout ce travail de présélection qui est fait et c'est là où les pôles ont un grand rôle à jouer, c'est-à-dire que nous, on fait en sorte que les projets déposés soient les plus à même d'être sélectionnés. Donc voilà, mais bon, on a un bouton de sélection et en plus, ce sont des subventions, donc c'est quand même un appel à projet qui est très intéressant. Aude, tu n'hésites pas oui. Si tu veux. Alors, oui, pardon. Et donc, il y avait une question sur une personne qui souhaitait savoir si les présentations seraient communiquées à la suite de l'événement. Donc, oui, tous les éléments seront communiqués après l'événement, ainsi que le replay du webinaire.
Ensuite, nous avons une question. Donc, quel est le critère retenu pour définir une PME? Et pourquoi la grille de financement mentionne aussi les grandes entreprises sont-elles éligibles? Que quelqu'un lève le doigt. Vas-y, Gwen. Je me lance. Alors, les critères retenus pour définir ce qu'est une PME, une ETI ou une grande entreprise sont les critères européens de mémoire. Donc, une PME, c'est une entreprise inférieure à 250 salariés et dont le chiffre d'affaires... Vous coupez son micro. Oui, il y a quelqu'un. Ouais. Et donc, je disais 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et ou un bilan, haut de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Il pourra vous redonner les critères précis avec le lien vers la définition européenne. Hein. Voilà. Et pourquoi la grille de financement mentionne aussi les grandes entreprises sont éligibles, bien sûr. Les grandes entreprises sont éligibles. Le seul critère qui est forcé dans cet appel à projet, entre guillemets, c'est que ce soit une PME ou une ETI qui soit porteur du projet. Mais par contre, comme vous l'avez vu, il faut absolument associer une autre entreprise. Et cette autre entreprise partenaire peut être une grande entreprise, c'est-à-dire une grande entreprise qui est plus de 5000 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros. J'ai un trou de mémoire. Voilà. C'est ça. Et bien sûr, les entreprises de taille intermédiaire sont au milieu. On a une question également. Oh, pardon. Non, vas-y. Oui, je disais donc au niveau des thématiques, on a une question à voir voilà, si la thématique est hors feuille de route des pôles, est-ce que le projet est éligible? Et la même personne demande si on peut avoir des partenaires hors région dans le projet. Je prends si vous voulez. Alors après, sur la thématique, enfin, je pense que là, pour répondre précisément, il faudrait voir que vous nous contactiez pour effectivement voir si on peut quand même rattacher en tout cas la thématique, parce que voilà, il y a des thématiques assez précises, mais souvent voilà, en discutant on arrive quand même à rattacher un projet à une thématique du pôle. Après sur la question d'être adhérent à un pôle, effectivement les pôles ont leurs règles, en tout cas dans le cadre de la labellisation des projets, et là aussi je vous invite à vous rattacher, à vous rapprocher des pôles visés. Et sur la question d'avoir des partenaires hors région, c'est tout à fait possible. Ce ne peut pas être le porteur, mais par contre, la région, il ne sera bien évidemment pas financé par la région Bretagne. Donc là, après, soit il s'autofinance, soit il va avoir sa région ou la BPI. Après, beaucoup de pôles sont sur la région des Pays de la Loire notamment, et c'est vrai qu'il peut y avoir des discussions facilitées si le partenaire est en région des Pays de la Loire. Il y a déjà eu le cas, il me semble, côté de mes collègues des autres pôles. Même si on peut préciser que ça ne représente pas du tout la majorité des projets qui sont quand même plutôt bretons. Quoi. Si je peux me permettre de rajouter, on s'assure avec les pôles du coup, puisqu'on est quasiment donc tous sur Pays de la Loire et Bretagne, et certains autres sont sur Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire. On est là aussi pour faire le lien avec les financeurs de ces territoires-là, comme le disait Charlotte. Et donc du coup, si ça arrive, il n'y a pas de. Enfin, on est là en amont en fait, hein, vraiment dès le début, dès le 10 mars, pour trouver des solutions et s'assurer que le projet serait bien éligible si vous décidez de déposer quand même, quoi. Pas de. Et je précise également pour ce type de projet, n'hésitez pas quand même à venir vers nous parce qu'on trouvera une solution de financement même en dehors de cet AAP. Hein, donc, nous, tant que c'est innovant et que ça rentre dans nos feuilles de route et que c'est collaboratif, évidemment, on est là pour vous accompagner. Et juste par rapport au fait que ça ne rentre pas dans une des thématiques de la région ou des pôles, faut quand même chercher loin parce que… Bon. On couvre pas mal. Ensuite, on a une question sur le bonus des 5% qu'évoquait Gwen tout à l'heure. Selon les conventions signées entre le PCI et région, s'agit-il bien des communautés de communes ou uniquement des communautés d'agglomération qui disposent d'une ligne budgétaire d'innovation? Pardon. Qui souhaite répondre à cette question? Pour être honnête, c'est un niveau, c'est tout nouveau cette année.
Donc, on n'est pas, voilà, c'est quelque chose qui, je pense qu'il faut qu'on vérifie avant de s'avancer, à moins que quelqu'un veuille prendre le risque. Non, on apportera la réponse après, je pense. Il y a une liste EPCI, alors que ce soit communauté de communes ou communauté d'agglo. C'est moi qui ai dit communauté de communes tout à l'heure, parce que peut-être par réflexe. Mais bien sûr, je pense qu'il y a des EPCI qui ne sont pas forcément des communautés de communes, mais plutôt des communautés d'agglo. Il y a une liste, je pense. On peut la fournir. Donc, on se renseigne et on vous donnera l'information à un moment. Il n'y a pas de souci. La question suivante, c'est si le projet de R&D n'est pas concluant et n'aboutit pas à la mise en marché d'un procédé nouveau ou d'un produit, que se passe-t-il? En prison. Non, mais pardon, voilà, effectivement, ce sont des choses qui arrivent et là, on n'est pas sur, enfin voilà, en tout cas en termes de l'aide qui vous a été apportée, c'est une subvention. Donc, il n'y a pas on ne rend pas l'argent si le projet n'aboutit pas. Donc, voilà, ce sont des choses qui arrivent, effectivement. On n'est pas sur une avance remboursable ou avance récupérable, effectivement. Voilà. Avec succès ou pas. Donc, voilà, encore une fois, c'est encore une chance, effectivement, sur la région Bretagne d'avoir des subventions. Donc, profitez-en. Et je peux me permettre, c'est là où le dossier sera retenu si c'est crédible. C'est-à-dire que si vous imaginez faire 1 milliard de chiffre d'affaires au bout de 3 ans, ça, c'est pas crédible. Et puis en plus, vous n'y arriverez probablement pas, en effet. Donc l'important, c'est d'être crédible dans ce que vous voulez faire. Et ça reste des projets de R&D. Donc on est bien conscients tous que c'est de la recherche et du développement. On n'est jamais sûr de la fin du projet, de ce que ça va donner. Donc encore heureux, parce que sinon, ce ne serait pas de la R&D. Donc voilà, il se passe, on est triste, il ne se passe rien, mais c'est pas grave. Si ça ne réussit pas, mais c'est pas grave. Les projets sont risqués, effectivement, comme le dit Gwen, c'est des projets de recherche et développement avec résultats ou peut-être pas de résultats au bout. Donc, ils sont risqués, ces projets. C'est pour ça qu'ils sont soutenus en subvention par la région Bretagne. Ensuite, on a une question sur pendant le projet et pour le montage. Donc, est-ce que les heures d'un co-gérant technique peuvent être comptabilisées dans les dépenses dans le cadre d'une SARL? J'ai déjà eu le cas et je m'en souviens plus de la réponse, pour tout vous dire. Je crois que faudrait qu'on repose la question. Je pense que c'était éligible parce que j'ai déjà eu le cas, mais c'est à revoir avec la région, ouais. En tout cas, ce qui est très important, et donc je pense que si votre projet est sélectionné, on vous aidera ensuite sur le suivi du projet, mais tout ce qui est déclaré au montage, vous devez être en mesure de le justifier après, pendant le projet. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Mais on reviendra vers vous avec une réponse précise. Ensuite, il y a une question qui concerne un peu l'ensemble, c'est comment choisir les pôles de compétitivité qui nous concernent. Alors, je me permets de répondre, c'est avant tout la thématique. On a présenté nos feuilles de route, donc là, ça va être vraiment thématique. Vous avez, après, on a chacun nos fonctionnements, mais on vous enverra assez naturellement vers l'animateur thématique ou le chargé de projet le plus à même de vous accompagner du mieux possible. Et après, c'est nous qui au vu du projet, en fait, on va vous dire, voilà, c'est un projet qui croise avec la santé, avec le végétal, avec le numérique. Et là, voilà, nous, on vous propose un double accompagnement avec un autre pôle de compétitivité si vous ne l'avez pas identifié par vous-même. Voilà, mais nous, on est à notre 6e appel à projet, donc voilà, on a l'habitude de faire ces croisements, on fait notre popote après, on se réunit et puis on discute des projets, on voit comment il est possible de fonctionner et puis voilà, ça marche plutôt bien, on a l'habitude. Claire, tu voulais intervenir? Ah! Claire ne nous entend pas, je pense. On ne l'entend pas. Yann. Ah! Non, ça ne marche pas, Claire. Pourtant, il est vert. Non, ça y est.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, C'est bon. Ah, c'est bon. Oui, je voulais juste préciser en fait sur les thématiques. Pour vous aider à choisir un pôle, en fait, il faut voir là où est votre caractère innovant. C'est là, si votre caractère innovant, il est sur développer une nouvelle technologie numérique qui n'existe pas encore, ben là, la techno, ça sera, enfin, le pôle, ça sera image et réseau. Enfin voilà, c'est vraiment le caractère innovant qui va vous orienter vers le pôle aussi. Bon, je recoupe mon micro. Et puis pour préciser encore ce que dit Claire, si vous avez, enfin dans votre projet, vous avez une thématique principale, vous contactez un pôle, mais c'est aussi le pôle que vous contactez en premier qui va dire, bah, là, on pourrait aussi contacter ce pôle-là, puisque une partie de votre projet concerne aussi cette thématique. Donc, on est là aussi pour vous aiguiller là-dessus. Alors, après, je propose de prendre une dernière question pour pas qu'on prenne trop de retard. Il est 10h20. Mais je pense que c'est une question importante. Enfin, je vais en combiner deux. Une association peut-elle être partenaire au même titre qu'une PME? Et est-ce qu'une PME est indispensable ou la combinaison de 2 ETI ou une ETI, un grand groupe est possible? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Pour les associations, alors il faudra vérifier à la région, je pense, avec la région, mais je pense que ça dépend aussi de l'activité de l'association. Et donc ça, je pense que c'est vraiment à vérifier au cas par cas. Donc voilà, je vous invite à nous solliciter au plus vite pour que nous, on puisse poser la question directement. Mais je pense que c'est pas rédhibitoire en tant que tel, en fait. Par contre, il y a une question ensuite sur est-ce qu'une association peut porter le projet? C'est Claire. C'est le micro Claire. Merci. Et on nous demande si une association peut être le porteur du projet. Et là par contre, c'est non. Il faut que ce soit une entreprise. C'est bien stipulé dans le cahier des charges. Et après, donc la question sur le rôle indispensable d'une PME dans le consortium, ou est-ce qu'on peut partir avec une ETI, un grand groupe? Moi, j'aurais tendance quand même à dire qu'on est sur un appel à projet qui vise aussi à être incitatif pour les PME, hein, pour les faire, voilà, pour les faire participer à des projets de R&D. Donc, moi, j'aurais tendance à dire une PME, un grand groupe, ou une PME, une ETI, sans problème, mais 2 grands groupes, c'est pas le cas de figure. Vas-y, Gwen. Ouais, en fait, le poids des PME sera regardé. Les aides fléchées vers les labos doivent être de maximum 40%. Si vous avez une ETI ou 2 ETI ou une ETI, un grand groupe, tout de suite, les aides fléchées vers les ETI et grands groupes, c'est des aides remoindres, donc c'est 30 ou 25%. Donc forcément, les aides fléchées vers les entreprises vont être très basses et ça va rendre votre projet, en fait, pas sur le haut de la pile. C'est pas inéligible, mais pas sur le haut de la pile. Donc c'est pour ça. Et en plus, si dans les critères de sélection, vous avez marqué le poids des PME sera regardé. Donc, c'est pas rédhibitoire, mais par contre, ça va être compliqué que votre dossier soit sur le haut de la pile. Je vous propose d'arrêter là. On a d'autres questions. Hein. Il y en a une bonne dizaine auxquelles on n'a pas répondu. Donc, on le fera par email. Ou si on a un petit peu de temps, on les garde. Et si on a un petit peu de temps après les présentations des success stories, on les reprendra si ça vous va. Hein, mais vu qu'on a des intervenants, on peut pas prendre trop de retard. Voilà. Je vous remercie. On coupe les caméras. Et donc on passe à la session donc, pour présenter donc, des success stories donc, au fil des éditions des années précédentes. Et donc je vais inviter Julien Rouvillain d'Oxus à allumer donc, sa caméra et son micro pour nous parler du projet UV for Life donc, qui a bénéficié de financement dans le cadre de cet projet. Très bien. Bonjour, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, c'est parfait, on vous voit bien. Ok, parfait. Donc bonjour, Julien Rouvillain, donc de la société Oxus. Donc Oxus est porteur du projet UV for Life. Donc le projet UV for Life est donc financé, comme ça a été dit, par la région Bretagne, l'Europe, mais aussi l'Agnon Trégor Communauté. Le projet donc a été labellisé par Image et Réseau et Atlampol Biothérapie. Et en ce qui concerne donc les objectifs du projet, finalement, on a montré ces dernières années que des techniques optiques
ont démontré leur efficacité finalement pour identifier tout ce qui est bactéries et cellules cancéreuses. Et donc l'idée de ce projet, les objectifs en tout cas sont doubles, c'est-à-dire de développer côté lasériste des sources laser dans le proche UV, donc des sources compactes, robustes, à faible consommation électrique, mais aussi, donc ça c'est le partenaire XBlue qui fait ça, c'est de développer des réseaux de Bragg autour de 375 nanomètres et 450 et 405 nanomètres. Côté applicatif, et donc ça c'est plus l'INSERM, j'en parlerai après, c'est évaluer finalement l'amélioration que va apporter la spectroscopie Raman dans l'UV. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des technologies de spectroscopie Raman plutôt dans le domaine du visible, et donc ça va être évaluer un petit peu l'apport que peut apporter la spectroscopie Raman dans l'UV. Donc l'idée, c'est de faire de l'identification et il y a des critères de rapidité, de sensibilité et de sélectivité qui seront évalués en fin de projet. Le but ultime, donc côté applicatif, c'est effectivement identifier finalement les marges opératoires, caractériser finalement la caractérisation du type de tumeur pour un traitement personnalisé. Donc typiquement, donc là le rêve ultime, c'est le chirurgien, il y a une tumeur et je dirais qu'au niveau du bloc opératoire, on va pouvoir identifier vraiment l'espace de la tumeur et la traiter au mieux pour éviter de retirer trop de tissu notamment. Donc ça c'est vraiment au-delà du projet, mais c'est vraiment le but ultime de ce projet. Donc limite slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc côté montage du projet, donc les partenaires, donc on a donc l'Institut Photon. L'Institut Photon qui regroupe finalement la majeure partie des compétences universitaires bretonnes en optique. Ça va de l'atome au sous-système pour les technologies de l'information. Voilà, donc on a XBlue qui est lui plutôt un leader mondial des systèmes inertiels à base de fibre optique. Et donc dans le projet, il va s'occuper des réseaux, il s'occupe des réseaux de Bragg. Et côté applicatif, donc c'est l'INSERM, alors plus particulièrement l'Institut MECAM avec l'équipe du CIMIAD qui s'occupe finalement, enfin en tout cas qui étudie les liens entre anomalies nutritionnelles et métaboliques et la survenue de pathologies chroniques. On peut citer par exemple les maladies inflammatoires, les maladies chroniques ou le cancer du foie. Donc c'est vraiment l'INSERM qui va, je dirais, faire les analyses en fin de projet. Il y a eu déjà des analyses qui ont commencé d'ailleurs. Et côté Oxus, donc Oxus c'est le porteur du projet, et donc je suis responsable du projet. Et donc Oxus conçoit et fabrique des lasers pour les applications en biophotonique, métrologie et spectroscopie, mais aussi des sous-systèmes où on inclut finalement nos lasers avec des combineurs, ce qu'on appelle des combineurs. Donc voilà un petit peu pour l'aspect partenaire. Peut-être, oui, je peux peut-être parler un petit peu enfin, ça avait été demandé côté montage du projet. Donc effectivement, ça a été décrit en début de réunion. Il y a tout d'abord un ou des pré-dossiers donc auprès de la région et des pôles. Donc ça c'est effectivement ce qu'on a suivi. Donc ensuite il y a une sélection et effectivement un dossier plus complet en fin de projet. Alors ce qu'on peut peut-être noter entre ces dossiers, c'est que finalement les éléments demandés sont un petit peu différents et donc côté cohérence, bon, il y a peut-être des choses un petit peu à améliorer de ce côté-là. Et en pratique, sinon pour le montage du projet, donc il y a une présentation finalement au niveau de la région, un petit peu globale, et ensuite une présentation pour chacun des pôles, donc un peu plus technique, et donc les pôles, je dirais, sont garants de l'aspect technique du projet. Et peut-être un point qui peut être aussi noté pour l'aspect volet financier, sur le dossier complet, on va dire, c'est que souvent au début justement avant le projet, on demande des choses finalement assez précises, c'est-à-dire on nous demande pour faire par exemple notre laser 320 dans le projet, 320 nanomètres, l'ensemble des constituants qui vont permettre de le fabriquer, en tout cas de faire la recherche pour le fabriquer. Et c'est vrai que c'est souvent un peu complexe parce qu'on a une idée de comment faire
ce laser, mais au fil du projet, et c'est tout l'objectif du projet, eh bien, on peut être amené à changer légèrement de voie et donc être amené à acheter des composants un petit peu différents. Donc ça, c'est peut-être un petit point qui peut être gênant parfois. Donc voilà pour l'aspect montage du projet. Donc le slide suivant, voilà. Donc si on prend un petit peu de recul et par rapport au projet, on s'intéresse finalement aux facteurs de succès de ce type de projet. Je dirais que le facteur prépondérant, ça va être le choix du consortium. En ce qui concerne UV4Life, c'est vrai qu'on avait des partenaires avec du savoir-faire. Hein. Donc, par exemple, XBlue, bon, c'est un partenaire qui a l'habitude de monter des projets, donc c'est vrai que c'est plus simple d'être accompagné ainsi. Côté Photon, par exemple, on a eu dans le passé plusieurs projets, dont un précédent projet, donc Deep Blue, qui était la détection de microplastiques dans l'eau de mer finalement. Et donc c'est un partenaire qui était déjà présent, donc c'est vrai que c'est plus facile d'interagir. Côté l'autre point qui est à noter, c'est l'aspect réseau est aussi important. Donc la proximité finalement sur la zone entre XBlue, Oxus et Photon, c'est un facteur vraiment utile. Hein. Je dirais que quand on a discuté du projet, bah, c'était assez simple de se réunir, je veux dire, par déjà la proximité géographique. Donc ça, c'est un facteur intéressant. Et l'autre point, c'est que par le jeu des réseaux, donc Photon, il n'est pas uniquement à Lannion, c'est aussi à Rennes, eh bien, chacun amène un petit peu ses connaissances, son jeu de réseau, et ça nous a permis notamment de trouver le dernier partenaire, INSERM, j'en parlerai un petit peu après. Autre point qui peut aussi avoir son importance, donc c'est la taille de l'entreprise finalement. Hein, côté Oxus, on a une 50aine de personnes, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant dans le sens où on n'est pas trop nombreux, mais suffisamment nombreux finalement pour pouvoir suivre un projet. Si on prend l'exemple d'une petite entreprise avec très peu de personnes, ça va être plus compliqué de suivre de front les activités courantes et un projet tel que celui-là en parallèle. Donc la taille de l'entreprise est aussi importante. Autre point qui est aussi très intéressant, c'est la connaissance du projet. Donc c'est pas uniquement connaître son domaine d'activité, donc pour Oxus les lasers typiquement, c'est aussi connaître les applications, à quoi ces lasers vont pouvoir servir. Donc dans le cadre du projet, donc c'est pour faire de la spectroscopie Raman, donc c'est intégré dans une machine. Et puis je dirais à quoi sert cette machine? Eh bien, j'en ai parlé au début du projet. La détection de cellules cancéreuses, etc. Donc c'est vraiment connaître l'ensemble comprendre finalement tous les enjeux du projet et connaître l'ensemble des composantes. Donc voilà un petit peu les facteurs de succès qu'on peut citer. Alors peut-être les points bloquants, alors plus par rapport au projet UV4Life, on a pu, bloquant ou des difficultés, c'est pas vraiment bloquant. C'est finalement en Bretagne, on a beaucoup de fabricants finalement de composants ou de sous-systèmes, mais par exemple, nous n'avons pas de systémier. Donc, je veux dire par là, il n'y a pas de fabricant de système Raman en Bretagne. Alors, c'est vrai que si on va un petit peu plus loin, je dirais en France, le partenaire idéal, et c'est aussi un de nos clients d'ailleurs, ça aurait été Oriba qui est dans le centre, dans le haut je veux dire à côté de Lille, on va dire. Ça aurait été le partenaire idéal parce qu'il fabrique, je dirais, tous les jours des systèmes Raman. Donc c'est vrai que pour adapter le système Raman aux besoins de l'INSERM, ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, d'un autre côté, donc c'est Oxus qui est chargé aussi de cette tâche. C'est aussi le but de ce croisement de filières, et pour nous, c'est aussi un apport de compétences. Donc c'est un peu plus compliqué, mais quelque part c'est aussi l'attendu du projet, donc c'est plutôt pas mal. Et le dernier point qu'on peut noter, c'est finalement pour ce projet précisément, ça a été de trouver finalement le dernier partenaire, donc l'INSERM avec l'Institut Unicam. Potentiellement, finalement, il y avait beaucoup d'utilisateurs finaux potentiels, mais c'était plutôt dans le domaine du visible.
Et donc, c'est vrai que c'est par le jeu de réseau qu'on a réussi à trouver donc Alain Fautrel qui s'occupe de ça dans le projet. Mais voilà, donc c'était un petit point de difficulté. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Donc je vous relaisse la main. C'est bon. Merci. Et je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou si on passe à la présentation du projet EPSOLIS. Non, de mon oui, côté, c'est bon. Et bien, c'est parfait. Hop, et je demande du coup à Arnaud Jaouen d'animer micro et caméra. Donc Arnaud Jaouen de Pichon Industrie, donc qui va nous parler pareil de l'accompagnement dans le cadre du EPSOLIS. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Donc je suis Arnaud Jaouen, donc directeur technique chez Samson Agro, donc anciennement Pichon Industrie, donc responsable du bureau d'études sur le site de l'Andivisio. Donc je suis là pour présenter donc le projet EPSOLIS, voilà, qui est un projet tripartite dont Samson Agro, donc Pichon Industrie à l'époque était le porteur, donc avec l'INRA, donc un institut de recherche, Photon Lines, donc une société de R&D d'une quarantaine de personnes qui est basée sur Saint-Grégoire au nord de Rennes, et donc Samson Agro, donc constructeur de machinisme agricole, et dont je fais partie, et nous sommes basés donc sur l'Andivisio dans le Finistère, et une société qui emploie 150 personnes. Donc nous sommes partis donc sur un projet de 36 mois à l'époque, qui a débuté en mars 2017. On a eu une prolongation de 6 mois que l'on a fait en cours de chemin, enfin, comme on a expliqué un peu plus tôt dans les présentations. Donc, les durées sont bloquées à 36 mois. Mais voilà, avec des justificatifs et des choses comme ça, on peut obtenir des prolongations de 6 mois. Nous, c'était plutôt lié à l'impact et d'avoir une saison supplémentaire, parce que voilà, enfin, je l'expliquerai juste après, mais on est sur une question de saisonnalité, parce qu'on est sur des épandages, et voilà, d'avoir la saison prochaine là, qui débute au 1er février. C'est pour ça qu'on a demandé ce petit rajout de prolongation du projet jusqu'à donc l'été prochain. Alors le sujet, il s'agit d'équiper un épandeur à fumier d'un système de spectroscopie qui permettra de mesurer donc toutes les composantes NPK du fumier, et de pouvoir ajuster la dose de fumier que l'on va épandre. Alors c'est des choses qui existent déjà depuis quelques années sur le lisier, donc sur les épandeurs liquides, avec des systèmes qui sont déjà utilisés de façon assez récurrente par nos clients. Mais c'est un système qui est beaucoup plus facile, parce que sur le lisier, il y a forcément une conduite, etc. Donc faire des mesures de spectrométrie, c'est beaucoup plus simple. Par contre, sur le fumier, enfin, voilà, pour ceux qui connaissent à quoi ressemble un épandeur à fumier, c'est une remorque avec des hérissons à l'arrière de la remorque qui permet de dépendre le fumier. Et faire des mesures, c'est beaucoup plus compliqué sur ce type de machine. Donc il a fallu qu'on réfléchisse au début du projet et trouver la meilleure solution. Le but pour les clients finaux, c'est de permettre d'économiser sur les apports, soit en engrais chimiques ou même en engrais organiques, en apportant la dose juste suivant la composition chimique de son fumier, d'éviter aussi tout surdosage sur une pâture ou sur des chaux. Alors, les objectifs que chacun d'entre nous avait entre les différentes parties, ça a été un projet assez séquentiel, avec un maître d'œuvre sur chaque partie. Alors forcément, chacun aidait l'autre, etc. Donc, sur la première année, c'est plutôt l'INRA, avec Thierry Morvan et puis Fabien Gauger sur Rennes, qui ont travaillé sur cette partie. Donc, c'était déjà d'avoir un état des lieux. Donc ils ont fait des prélèvements de fumier, alors une centaine de prélèvements sur la Bretagne, réaliser des mesures par spectrographie
avec des spectrographes de laboratoire, donc bien étalonnés, dans un environnement propre, etc., pour caractériser les fumiers et bien pouvoir identifier les différentes composantes NPK en fonction de la spectro. Donc ça, c'était la première année. Donc, par exemple, nous, Samsung Agro, on est un petit peu moins intervenu à cette époque-là, mais PhotonLines, le deuxième intervenant, spécialiste dans tout ce qui est spectrométrie, est déjà aussi intervenu pour commencer la définition d'un spectrographe embarqué. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième année, et encore actuellement, on est maintenant dans appliquer ce qui a été fait sur la première année sur la recherche fondamentale, de trouver un spectrographe embarqué et avec toute la chaîne de calcul adaptée aux épandeurs. Voilà. Donc là, la maîtrise d'œuvre, elle est plutôt chez PhotonLines, donc sur Rennes. Donc là, nous, on est déjà plus impliqués parce que le système, il faut l'embarquer sur une machine et sur un épandeur. Donc voilà, il faut aussi leur montrer les contraintes qu'on peut avoir sur notre épandeur en termes de vibration. Voilà, enfin, la connaissance produit, il faut qu'on leur donne aussi pour développer le bon capteur embarqué. Et après, donc, la dernière étape que l'on va initier sur cette saison, c'est de créer la passerelle entre le système embarqué et notre boîtier le DPE, donc ce débit proportionnel d'avancement. Donc voilà, il faudra qu'on ajuste aussi, suivant la dose NPK du fumier, voilà, on va adapter la vitesse d'épandage de notre épandeur et voilà, de pouvoir moduler la dose apportée au champ. Donc là, la maîtrise d'œuvre va aller plus chez Samsung Agro. Juste, donc j'ai mis en bas un petit tableau un peu pour avoir aussi des idées de valeur, parce que ça apparaissait un petit peu dans la présentation en préambule faite par les différents pôles. Donc on est sur un projet au global d'1 million d'euros, découpé voilà, entre Pichon, donc pour nous, PhotonLines sur le 35, et puis donc l'UMR, donc c'est une branche de l'INRA. Et voilà, chacun a donné à peu près ses coûts de projet. Et on a tous été subventionnés, je crois, à hauteur de 45%, parce qu'on était soit PME ou institut de recherche. Donc voilà, donc par exemple, pour mon cas particulier, ouais, ça donne une offre, une aide d'environ 200 000 euros sur un coût total du projet qui sera de 450 000 euros. On peut passer à la slide suivante. Alors, juste pour montrer un petit peu les réalisations et mettre un peu d'image et de concret sur ce qui a été réalisé. Donc, voilà, la première année, donc c'est la colonne de gauche, c'est ce qu'a à peu près réalisé l'INRA. Donc, voilà, ce que j'expliquais, c'est sur toute la mesure des échantillons initiaux de fumier qui ont été congelés et qu'ils ressortent un petit peu de temps en temps pour voilà, faire les avancées de projet. Donc là, ce qu'on aperçoit, c'est leur banc de test en interne, donc dans le laboratoire. Donc voilà, pour simuler aussi un mouvement du fumier dans la caisse, voilà, ils ont fait un banc sur glissière qui permet, donc ce qu'on voit en marron, en fait, c'est du fumier ou du compost. Le spectromètre est placé dessus et ils ont déplacé pour faire leur mesure. Donc ça, c'est toute la partie test laboratoire qui ont été réalisés par l'INRA. Là, la deuxième partie qui est en centre de présentation, donc c'est tout ce que réalise PhotonLines, donc le deuxième partenaire. Donc c'est la définition du spectromètre. Donc c'est ce qu'on voit sur la table en bas. Donc juste un spectromètre pour vous montrer. C'est une pièce de 20 centimes qui est sur la table. Donc c'est vraiment des petits composants. Donc ça, ce sera l'appareil de mesure. Et ce qui est un petit peu au-dessus, c'est l'exemple de ce que va être le système embarqué de mesure, en fait. Donc, c'est ce système-là qui va intégrer les données du capteur, les transformer en informations, et ils vont nous les transmettre, nous, à l'épandeur, voilà, faire la régulation. Et donc, sur le slide dans la partie droite du slide pour Samsung Agro, donc nous, notre but, c'est d'intégrer le capteur et puis le calculateur sur notre machine. Donc voilà, donc on a commencé à réfléchir sur, là c'est juste la rivelle de l'épandeur, voilà, à quel emplacement. Donc ça a été discuté en commun entre les différents partenaires pour choisir la meilleure position sur la machine, pour adapter la mesure, faut-il des systèmes de nettoyage, etc. Donc ça c'est des choses voilà, que personne n'a vraiment la réponse. Voilà, on discute en main pour avoir la meilleure solution qui peut fonctionner. Donc voilà pour la partie réalisation qui était assez séquentielle et c'est par personne.
Donc au niveau succès et difficultés qu'on a pu rencontrer sur ce sujet, si je commence par voilà, ce qu'on peut nous sentir qu'on peut améliorer, c'est comment créer le lien entre les différents acteurs du projet. Parce que voilà, Pichon et l'INRA avaient eu des échanges dans le passé, donc on se connaissait. Par contre, Photon9, ce n'était pas connu, en tout cas, pour notre part. Voilà, c'est pas entre un institut enfin, une entreprise de R&D et puis un industriel, voilà, on ne se connaît pas à la base. Donc voilà, c'est comment répartir les tâches, le suivi de projet, etc. Donc ça, c'est pas simple de trouver le juste milieu et d'avoir quelque chose de facile à faire. Donc ça, c'est un des points enfin, à refaire, on aurait amélioré. Il y a toujours le lien aussi entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc voilà, c'est un peu la progression qu'on a eue aussi, nous, sur le projet. C'est que forcément, il y a une phase recherche fondamentale et comment passer à des choses qui peuvent être appliquées et embarquées sur des machines. Voilà, c'est bien aussi cibler les attentes de chaque intervenant pour continuer là-dessus. Après, bon, il y a une grosse particularité aussi sur ce projet sur 3 ans, c'est que Pichon Industrie, nous avons déposé le bilan il y a 2 ans, donc en fin de première année du projet. On a été racheté par Samson Agro à l'époque. Donc voilà, il y avait toute la question du suivi de financement, du changement d'interlocuteur. On est passé d'une PME à une notion de groupe, etc. Donc voilà, donc il a fallu aussi qu'on discute avec la région Bretagne, avec le FEDER, pour continuer le financement, savoir si le projet était arrêté, etc. Donc bon, ça a été un point un petit peu plus difficile lié à tout ce qui est partie financement. Mais on voit que ça a été suffisamment flexible et les intervenants nous ont aidés aussi, voilà. Et le projet a perduré parce que voilà, c'était pas non plus que le problème de Samson Agro, c'est que voilà, on avait aussi des fonds engagés par l'INRA et avec Vote Online. Donc voilà, le projet a pu continuer et tout le monde y a trouvé son compte. Dans les points positifs, donc nous on a travaillé avec les 2 pôles. Donc le pôle primaire c'était Idéforcar et secondaire VG-Police Vallée pour l'avant-projet, pour la création du dossier, parce que c'est vrai que c'est pas non plus très simple pour des industriels de se lancer là-dessus. Donc sans le soutien de pôle de compétitivité, c'est quand même assez difficile de trouver ces fonds-là et de justifier d'un dossier qui sera validé par la région. Donc là, c'est vraiment un point qui est positif. Ça permet aussi de mettre en relation des sociétés différentes et des instituts de recherche. Typiquement, je ne pense pas qu'on serait allé chercher l'INRA ou Photon9 sur ce type de sujet sans l'aide et le concours de pôles de compétitivité. Donc c'est aussi l'intérêt aussi des nombreux adhérents de chaque pôle de pouvoir mettre en relation des entreprises qui ne se connaissent pas et voilà, qui sont aussi sur un bassin local et régional. Donc, ça crée aussi de créer des relations entre les différents intervenants. Et le dernier point sur lequel aussi c'est notable, c'est que, en tout cas pour nous, ça permet aussi d'avoir financé un projet pionnier qui permet aussi d'avoir une innovation de rupture, parce que voilà, et enfin, alors, on n'aura peut-être pas non plus, on parlait aussi, est-ce que tous les projets aboutissent ou pas? Il n'aboutira pas dans le sens où on avait à l'époque, où ça sera déjà industriel à la fin des 3 ans. On aura un prototype, etc. Mais au moins, parce qu'on a vu toutes les difficultés que l'on a à créer le modèle. Donc, voilà, ça permet aussi de financer des projets sur lesquels aucun d'entre nous 3, on serait allé sans une subvention conséquente à l'époque. Donc voilà pour moi. Donc, je suis à l'écoute s'il y a des questions complémentaires. Un grand merci, donc, M. Jaouen, pour cette présentation très intéressante. On voit qu'il y a eu des soucis, il y a quand même eu voilà, des petites particularités et tout va bien pour autant. Donc, c'est un bel exemple de success story. Merci beaucoup. Et voilà, même s'il y a des difficultés, on voit que enfin voilà, tout est assez flexible pour que voilà, on n'est pas cloisonné en fait. C'est un peu les questions qu'on peut avoir en début de projet. On peut se dire ouais, il faut pas que je suis non voilà. Enfin, on a tous conscience qu'un projet vit
Et voilà, on doit être flexible voilà, sur un projet de 3 ans, c'est obligatoire. Super. Merci beaucoup. De rien. Merci. Et je vois du coup que Yann Perfornis, c'est de la société Multiplace, donc a affiché sa caméra donc, pour nous parler du projet Solid Sail. Donc, hop, je passe la slide et je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, vous m'entendez là, tout va bien? Oui, Yann. C'est parfait. Donc, effectivement, on va parler du projet Solid Sail. Le projet Solid Sail est un projet qui nous occupe chez Multiplace depuis maintenant 5 ans environ. Et on va parler plus précisément de ce qu'on a appelé projet Solid Sail 2.0. Parce qu'il y avait toute une première partie de ce projet qui avait été financée initialement par les chantiers de l'Atlantique. Et c'est à la suite de cette première partie qu'on est parti sur un deuxième projet. Donc, j'ai mis cette image en couverture des quelques slides au travers desquels on va passer, parce que ça vous montre qu'au début au début du projet, on avait déjà pas mal avancé et comme vous le voyez sur le paquebot Le Ponant, vous voyez les 3 grands voiles et la grand voile avant qui semble avoir des lattes un petit peu plus blanches. En fait, ce ne sont pas des lattes, ce sont les ouvertures qu'il y a entre des panneaux de voile et c'est une voile rigide qui s'affale et qui se plie. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des voiles qui ne nécessitent pas d'être un marin au sens où l'on entend sur les bateaux à voile pour naviguer. Dans ce projet, on est associé dans le projet Solid Sail 2.0, on est associé bien entendu au chantier de l'Atlantique, mais également à JC Design, un bureau de calcul basé à Lorient, et à Leinster Bretagne. On peut passer à la slide suivante. Donc, pourquoi ce projet? Comme je vous le disais, il y avait une première partie financée en fonds propres par CDA. Et sur cette première partie, on avait déjà fait pas mal de travail. Tout d'abord, travailler sur un J80, ce qui est un petit bateau, le bateau de Monsieur Tout-le-Monde, un bateau de 8 mètres, et pour voir si l'idée était totalement délirante ou pas. En baie de la Baule, on avait équipé un petit bateau, un J80, avec la première version de cette voile pliable. Et puis, le second bateau naviguait avec une voile classique. Les 2 bateaux ont fait quelques sorties bord à bord et ça nous a permis de voir que le concept n'était pas totalement délirant, que les différences de vitesse étaient de l'ordre de 10% uniquement, je dirais, et en plus que cette différence de vitesse était peut-être plus liée à la stabilité parce que à petite échelle, on n'arrivait pas à respecter les facteurs d'échelle et donc une petite voile rigide est proportionnellement beaucoup plus lourde que ne le serait une grande voile. Donc, à partir de cette première toute petite voile, on est parti sur une voile intermédiaire que l'on a essayé sur le bateau de Jean Le Cam. C'est les 2 images que vous voyez à droite. Et donc, alors pourquoi ce bateau? Parce que on se rendait compte que la longueur de la baume, si on utilisait que les 2 tiers supérieurs de la voile du Ponant, pouvait nous permettre de faire des essais à moindre coût. Il est évident qu'il est beaucoup plus facile de naviguer en Bretagne Sud pour faire une sortie de quelques heures et des essais que de sortir un paquebot pour ce genre d'opération. Donc sur le Ponant, le bateau a fait 3 transatlantiques avec notre voile et ça nous a permis d'avoir un bon retour d'expérience de la part des utilisateurs et ça a été encourageant pour la suite. Donc, c'est ce que j'indique, une réaction encourageante des armateurs, mais pas que des armateurs. Merci. Pas que des armateurs du Ponant, mais également des armateurs de MSC qui, dans un second temps, seraient les clients pour les paquebots dont on va parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, outre que
ce soit en ce moment énormément dans l'air du temps d'essayer de mettre des voiles sur les paquebots, sur les navires de commerce. Il y a derrière tout ça une réduction de l'empreinte carbone, bien sûr. Et puis c'est pas anecdotique, hein, le bateau devrait pouvoir faire, je parle des grands paquebots que l'on verra sur ma dernière diapositive, avec 3 voiles de 1200 mètres carrés, on imagine des vitesses de 17 nœuds sous voile. Alors, il faut savoir que pour des très grands paquebots, il y a vraiment un intérêt parce qu'à partir de 800 mètres carrés, une voile classique ne serait plus réalisable parce que ça ne se coupe plus, pardon, ça faceille et puis à manipuler, c'est quelque chose qui devient pas réalisable. Donc dans ce cadre-là, Multiplast a été proactif, a monté le projet Solid Sail 2.0 et on est devenu pilote du projet avec derrière JC Lensta et bien sûr les chantiers de l'Atlantique que j'aurais dû rajouter. Ils sont tellement gros que je les ai oubliés dans cette ligne. Alors l'objectif pour nous, en étant proactif, et je dirais que si j'ai un conseil à donner, c'est pas avoir peur alors qu'on est petit pousset par rapport à une entité comme les chantiers de l'Atlantique. L'objectif pour nous, c'était justement de prendre notre place et de piloter le projet pour moins risquer de voir, une fois que le développement aura été fait en France, financé avec les différentes aides que l'on peut avoir, pas risquer de voir le projet partir dans des pays à low cost, comme malheureusement on peut le voir pour d'autres projets de recherche. Et je pense notamment des projets de bateaux à foil en ce moment où on voit qu'il y a eu beaucoup de recherches de fait dans la région et je ne suis pas sûr que les foils soient faits dans la région in fine. Mais c'est une autre histoire. L'autre intérêt, c'est qu'on est dans une position, le rapport de force quand on porte le projet est un peu meilleur lors du dépôt de brevets. Et dans le cadre des brevets qui sont déposés autour de ce projet, on est considéré comme co-inventeur du brevet. Alors, rendons à César ce qui appartient à César. Nicolas Abivin, qui est quelqu'un qui travaillait dans le monde de la course au large auparavant et qui est maintenant en charge du projet au chantier de l'Atlantique, chez STX il y a quelques années, et à l'origine de cette idée, et cette idée à force d'échanges et de brainstorming a été développée, je pense notamment aux boîtiers de synchronisation qui permettent de pivoter dans la bonne direction d'un panneau à l'autre. Tout ça a été développé en interne chez Multiplast et Dominique Dubois, mon président, a particulièrement travaillé sur toutes ces astuces-là. Voilà ce qu'il en est pour l'objectif du projet et pourquoi on a lancé et pourquoi on s'est mis en tant que pilote sur ce projet-là. Donc je vous propose de passer à la slide suivante qui explique un petit peu plus comment on a monté le projet. Alors, on a profité d'un appel à projet de croisement de filière dont on a dû apprendre la connaissance par un mail de Marie-Christine Lancien et Dominique Dubois étant administrateur du pôle EMC2, il a également une bonne connaissance des réseaux et si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas hésiter à participer à ces différentes conférences ou aux différents événements qui peuvent être annoncés par les mails de Marie-Christine parce que on perd jamais son temps, on rencontre du monde, même si le projet n'est pas particulièrement adapté à ce qu'on a en tête à un instant T. Le fait d'échanger, de voir du monde, de voir des concurrents, de parler avec des concurrents, tout ça, ça alimente ça alimente des réflexions, ça permet de faire une veille technologique. Je vous parle des paquebots à foil, des paquebots à voile, pardon, un lapsus. En ce moment, on voit que nos voisins architectes navals de chez Loriot-Prévost ont eu le marché pour faire les paquebots à voile d'Ariane, pour livrer les éléments d'Ariane 6 en Guyane, que nous, on travaille sur ce projet. Hier, dans la presse, je voyais un autre projet de cargo avec des voiles de kitesurf. Donc, si tout le monde travaille sur les mêmes sujets ou la même problématique au même moment, c'est quand même encourageant, même si tout le monde n'apporte pas, loin de là, les mêmes solutions. Et c'est ce qui fait la beauté du truc, c'est que chaque équipe travaille avec ses convictions et c'est quelque chose qui se passe bien. Voilà.
Alors, pour monter le projet, l'assistance du pôle EMC2 est toujours intéressante. Ce sont des gens qui montent des projets à longueur d'année et des dizaines de projets. Donc, pour quelqu'un qui n'en a jamais monté, pour un premier projet, il faut vraiment pas hésiter à échanger parce que là aussi, des erreurs qui auraient pu être commises par d'autres ne le seront pas une deuxième fois grâce à ces conseils-là. En ce qui concerne Multiplast, on rentre dans un projet tous les ans en moyenne depuis une dizaine d'années. On a dû faire 10 ou 12 projets depuis une dizaine d'années et donc c'est vrai que ça aide à chaque fois à travailler. Alors bon, il faut bien s'entourer quand on part sur un projet comme cela et il faut être certain que les gens avec qui on va s'associer ont une même vision, partagent les mêmes choses, ont une vraie volonté d'y aller parce que ça demande du travail. C'est un projet de recherche, ça vient en plus du quotidien, de ce qui fait bouillir la marmite dans une PME. Et donc, il faut vraiment que les dirigeants y croient parce que sinon, ça peut être le projet qui est mis de côté et puis le travail n'est pas fait ou fait en retard et ça handicape tous les autres membres du team. Donc, bon, dans le cas présent, on travaille avec JC, qui est un bureau de calcul bien connu dans le monde de la course large. Et en fait, Multiplast travaille avec différents bureaux d'études. J'aurais pu citer MECA et on aurait pu travailler avec MECA à Nantes. Là, sur ce projet, on travaillait avec JC. Ça nous semblait plus adapté dans la mesure où il y a une problématique mât et voile. Et c'est des gens qui travaillent beaucoup sur ces problématiques-là dans la course au large. Et puis, lors du montage du projet, il faut également, et il est important de rédiger l'accord de consortium très rapidement parce que c'est le nerf de la guerre. Le déblocage des fonds ne se fait que si un accord de consortium est signé. Donc, c'est pas quelque chose. Enfin, il ne faut pas que la technique prenne le pas sur l'administratif. Il faut mener les deux projets de front. Et dans un premier temps, cet accord est important. Lors de la présentation, c'est bien que tous les acteurs soient là. Une fois encore, ça montre la motivation, ça montre l'engagement des uns et des autres. Hein, et donc, je ne pourrais que conseiller à des personnes ou des sociétés qui veulent se lancer dans ces projets collaboratifs de ne pas hésiter à investir dans du temps. Il faut y être, il faut montrer qu'il y a une envie autour de ça. Au niveau des facteurs clés du succès, je pense que travailler à livre ouvert, c'est important. On le fait avec les chantiers de l'Atlantique. Il y a vraiment une transparence avec eux parce que bon, dès le début, il est important de voir ce que l'on fera après. Il ne faut pas faire de la recherche pour faire de la recherche. Si c'est juste monter un projet comme ça pour aller chercher un bout de subvention, c'est pas utile, c'est pas bien, ça sert à rien. Ce serait une perte de temps. Derrière ces paquebots à voile, on peut également imaginer des cargos à voile, on peut imaginer pas mal de choses. Je crois savoir que les chantiers de l'Atlantique ont également des demandes pour des super yachts de luxe avec ce type de gréement. Donc, c'est important avec les chantiers, avec le gros acteur qui est souvent associé à ce type de projet, c'est important d'être transparent, pas avoir de complexe, mais tout montrer. On n'a pas forcément de choses à cacher par rapport à ça. Nous, ce que l'on veut, c'est réussir à avoir une petite part d'un gros gâteau. Et pour avoir cette petite part, on considère que c'est pas bloquant ou c'est pas dangereux de travailler à livre ouvert, de montrer combien ça coûte, de montrer combien d'heures on y passe. Ces gens-là comprendront que pour travailler dans la durée ensemble, il ne faut pas que la PME perde de l'argent. Mais par contre, on se doute bien qu'en vendant de la main-d'œuvre en France aujourd'hui, les marges sont réduites parce qu'on a des coûts du travail qui sont plus élevés et il n'y a pas grand-chose d'automatisé, même si on essaye de le faire. Mais il y a encore des opérations très manuelles sur la fabrication de ces très grandes voiles. Donc, on est obligé de faire attention au niveau de la rédaction des devis. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête également, c'est que tout le monde n'a pas le même espace-temps, je dirais. Un universitaire, c'est souvent une année scolaire, septembre à juin. Il ne se passe pas grand-chose pendant l'été. Des gens comme les chantiers de l'Atlantique qui sont en train d'investir dans un démonstrateur, leur espace-temps, c'est plutôt 5 ans, 10 ans. Et puis pour une PME, déjà, voir à 5 ans, c'est du long terme. Donc, il faut bien avoir ça en tête parce que
parce que sinon, la PME peut penser que ça n'avance pas assez vite et en même temps, pour concevoir un paquebot à voile, le vendre, le concevoir, le fabriquer, faire les essais et donc mettre les voiles à bord, il peut y avoir 5 ans. Donc, faut le savoir quand on se lance dans une aventure pareille. Le projet de ces voiles rigides, on l'a entamé il y a maintenant 5 ans. L'image que vous voyez sur cette slide, c'est un mât d'une vingtaine de mètres qui est sur la digue du port de Pornichet. Sur la photo, on aperçoit la baie de la Baule derrière. Et à ce stade-là, on avait été jusque très loin dans l'étude et on avait fait à l'échelle 1/5, réalisé à l'échelle 1/5 ce que sera la voile définitive. Et maintenant, on est en train de lancer la fabrication du tiers supérieur de la voile définitive de 1200 m² grâce à la finalisation de ce démonstrateur. Alors là, sur cette maquette, je dirais, on voit que la grand voile. On ne parle que de la grand voile au travers du projet Solid Sail 2.0. Il faut savoir qu'il y a pas mal de travail tout autour. Il y a un mât et en ce moment, en Bretagne, on est en train de mettre en place un consortium entre les leaders de la fabrication de pièces composites pour répondre au chantier de l'Atlantique sur cette problématique des mâts. Et puis, il y a également un balestron qui est une solution qui a été utilisée en course au large par Marc Pajot en 84. Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, mais ça avait été un petit peu abandonné et ça revient au goût du jour au travers de ce projet. Il faut savoir que ce sont des agréments qui n'est pas au bannet, donc il n'y a pas de câble qui retiennent le mât au reste du navire, donc c'est quand même quelque chose d'ambitieux. Et puis on découvre une petite voile sur la partie avant et donc il y a un foc et dans le cadre de cette voile, il y a également un projet de recherche qui est en train de se mettre en place et c'est le projet Gypsy. Les éventuels points de blocage et comment on les a levés. On n'a pas eu énormément de points de blocage parce qu'on avait tous la volonté d'y aller. Je vous parlais de confiance. Je suis peut-être un peu vieille école, mais c'est vrai que je marche beaucoup au feeling, à la confiance, et je considère encore que la parole de nos hommes vaut un écrit, même s'il faut des écrits. Mais dans un premier temps, un engagement fort entre dirigeants charismatiques, ça marche aussi. Et donc, entre le moment où on se tape dans la main et le moment où les accords de consortium sont signés, de savoir qu'on peut travailler en confiance, c'est quelque chose auquel je crois. Et puis, effectivement, bien préparer les collaborations futures, parce qu'une fabrication en série peut sembler lointaine quand on se lance dans le montage d'un dossier, mais c'est mieux de préparer dès le début ce que pourra être la suite de l'histoire. Donc, je terminerai par la slide numéro 4, qui vous montre ce sur quoi on travaille. Donc, ce sont quand même des paquebots de 200 mètres. Les études sont, pour avoir ce genre d'image, vous voyez que les études sont bien avancées par les chantiers de l'Atlantique. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que durant l'été prochain, le tiers supérieur du mât soit planté sur un balestron avec le tiers supérieur de la voile et que tout ça navigue entre guillemets dans l'enceinte des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, mais qu'un client qui pourrait être MSC, enfin un des grands clients des chantiers de l'Atlantique, puisse venir constater sur un démonstrateur financé par les chantiers de l'Atlantique, puisse venir constater que ça fonctionne, parce qu'on voit bien que tout ce paquebot et l'architecture du paquebot est faite autour de ces 3 mâts. Et il est évident que si les gréements avec des voiles de 1200 m², je vous le rappelle, si les gréements ne fonctionnent pas, ça n'a aucun sens de faire un paquebot qui a cette géométrie-là. Donc, vraiment, le travail d'investissement des chantiers de l'Atlantique est fait pour rassurer l'armateur, pour partir ensuite sur, on parle de 4 paquebots sur ce modèle-là, donc 4 paquebots avec à chaque fois 3 mâts. Chaque mât représentera une masse de 25 tonnes et chaque bateau aura 3 fois 1200 m². Donc ça fait beaucoup de carbone et de fibres de verre à étaler dans les prochaines années. Voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Un grand merci pour cette présentation très complète avec les points bloquants, les facteurs de succès. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps de prendre des questions pour l'instant, parce qu'on a la séance de pitch qui
aurait dû commencer il y a 5 minutes. Hein, on a nos petites 5 minutes de retard. Donc, je vous propose de lancer les pitchs et de faire voilà, une petite session de questions-réponses à la toute fin si ça vous convient, pour pas qu'on prenne plus de retard pour les autres intervenants. Ça me va très bien, Marie-Christine. Vous pouvez m'appeler pour me téléphoner juste avant? Oui, je vous appelle Yann. Ça marche. Ok, merci. Je vous souhaite une bonne matinée. À tout à l'heure. Merci beaucoup et merci à tous nos intervenants hein, qui nous ont fait ces retours d'expérience. Hein. C'est quand même extrêmement intéressant pour vous aussi de voir comment ça se passe du point de vue du porteur de projet ou du partenaire. Parce que bon, nous, évidemment, on a nos avis et nos fonctions en tant qu'accompagnateurs et pour vous faciliter la vie. Mais bon, avoir l'avis des porteurs, c'est quand même essentiel.